on ne parle plus de réchauffement climatique, on parle aujourd'hui d'urgence climatique. Et il y a urgence dans l'urgence. Je ne sais pas si vous avez lu hier, mais l'ONU vient de montrer, d'indiquer que les 4 marqueurs majeurs en termes de climat et de réchauffement climatique ont de nouveau donné des records stupéfiants. Donc évidemment, on connaît les conséquences, on ne remet pas en cause le réchauffement climatique, mais on connaît de mieux en mieux les conséquences. Alors la question, elle n'est plus de savoir comment lutter contre le réchauffement climatique, mais comment ne pas dépasser cette barre fatidique, ce point de bascule de 4 degrés de dépassement de chaleur qui rendrait la vie impossible sur Terre. J'aimerais d'abord prendre la température dans la salle. J'aimerais que vous répondiez à cette question. J'aimerais savoir si pour vous, la lutte contre l'urgence climatique est le défi avec un grand L et E, le défi majeur et prioritaire du 21e siècle. Si jamais je remets le QR code pour scanner le QR code et répondre à la question. Attendez, j'étais peut-être trop rapide. Voilà pour certains. Pensez-vous que la lutte contre l'urgence climatique est le défi majeur et prioritaire du 21e siècle? Oui ou non? C'est assez simple, mais j'aimerais bien voir une tendance dans la salle. 87% de tendance oui. Alors effectivement, avec nos invités, on va essayer de comprendre les enjeux de ce défi majeur. On va essayer de saisir les actions possibles, mais on va aussi s'interroger sur les responsabilités de chacun, votre responsabilité à vous en tant que garant de la nouvelle génération, mais aussi les actions du monde politique et du monde économique. Pour débuter notre chemin de réflexion, je vais inviter une climatologue de référence qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être ici aujourd'hui, professeure à l'Université de Neuchâtel et à l'Institut VSL. Je vais demander à Martine Rébété de venir nous rejoindre. Bonjour Madame Rébété, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai lu tout récemment qu'en ce moment, on vit une période où on est 10 degrés en dessus des moyennes saisonnières. Est-ce que c'est vraiment le reflet de cette accélération climatique ou est-ce que c'est un cas isolé? C'est un des reflets, effectivement. Et aujourd'hui, contrairement à ce que je vous aurais répondu encore il y a quelques années, ces événements-là, on arrive statistiquement à les lier à l'augmentation générale des températures. Donc on est arrivé à montrer que ces extrêmes-là ne seraient pas survenus si on n'avait pas aujourd'hui déjà une telle augmentation de température. Et l'ONU qui réagit hier face à ces 4 indicateurs majeurs? Oui, mais ça, bon, pour moi, c'est un petit peu... C'est banal pour vous. Voilà, parce que c'est ce que nous annonçons depuis des dizaines d'années. Ouais. Donc, c'est juste pire. C'est juste pire que ce qu'on avait annoncé. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, avec plaisir. Je vous laisse. Vous avez besoin de ça, je crois. Merci beaucoup. Oui, je vais commencer. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais déjà commencer par vous poser une question. La question, c'est de savoir, c'est vraiment pour les ordres de grandeur. À combien se monte l'augmentation des températures mondiales, donc à l'échelle du globe, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui? En gros, en un peu plus d'un siècle,
quelle augmentation de température est-ce qu'on a déjà observé en moyenne sur l'ensemble de la planète? Je crois que vous aviez 3 questions, je crois qu'on les a dans On le les studio. a. Voilà, Voilà. voilà, on les a là. Alors, quelle a Donc, été l'augmentation de la température moyenne sur le globe depuis la fin du 19e siècle? la réponse majoritaire, c'est 2,2 degrés. En réalité, on a déjà augmenté de 1,1 degré en moyenne globale. Mais vous avez raison, il y a beaucoup d'endroits où on a une augmentation qui est plus importante. Et je vais vous montrer. Ça, c'est l'augmentation globale. Depuis, on voit cette évolution de la température depuis 2000 ans. On voit qu'on était, depuis à peu près 10 000 ans, en fait, dans un interglaciaire relativement stable. Et seulement depuis alors la fin du 19e, mais surtout depuis les années 70, on a cette augmentation massive de la température. Et en moyenne globale, c'est 1,1 degré. Pour ce qui est des chiffres publiés par le dernier rapport GIEC, c'est-à-dire jusqu'à 2019. Donc aujourd'hui, on est déjà plus proche de 1,2 degré. On ne va pas ergoter sur les détails, de toute façon, ça continue d'augmenter. Donc ça, c'est pour la moyenne globale. Et puis là, ça vous montre aussi comment auraient été les températures en vert si nous n'avions pas émis de telles quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc les températures auraient continué à être remarquablement stables comme elles l'étaient depuis une dizaine de milliers d'années. La réalité est au-dessus avec la courbe dans la zone en brun. Avec un peu plus de 1 degré d'augmentation. Ma question suivante, c'est quelle a été, durant le même intervalle de temps, l'augmentation des températures en Suisse? Alors, je crois aussi qu'on a voilà, le slide qui s'affiche, exactement. Voilà, et là, vous avez raison, effectivement, c'est le double de la moyenne globale. Donc juste en 2 mots, pourquoi en Suisse ça se réchauffe 2 fois plus? Ça n'a pas à voir spécialement avec les montagnes ou d'autres raisons qui sont avancées. La principale raison, c'est surtout que nous sommes relativement éloignés des océans. Et les océans, avec la température qui augmente, absorbent la majeure partie de cette augmentation d'énergie qui se trouve dans l'atmosphère jusqu'à des kilomètres de profondeur. Vous avez une augmentation de la température des océans, ce qui génère d'ailleurs une augmentation du volume et une augmentation du niveau des mers. Ce n'est pas seulement le retrait glaciaire qui cause cette augmentation, mais dans une région comme la nôtre, ça explique qu'on est dans une région continentale, donc on n'a pas cet effet et on a une augmentation plus importante des températures. Et par ailleurs, toutes les régions qui avaient plus de surface enneigée auparavant et qui ont moins de neige aujourd'hui, elles ont cette évolution de l'effet qu'on appelle techniquement d'albédo, c'est-à-dire que vous avez une moindre partie du rayonnement qui repart directement en direction de l'espace par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc plus les surfaces sont foncées, plus vous avez une absorption du rayonnement, donc plus vous avez de réchauffement. Donc si vous avez moins de neige, vous avez moins de surface blanche et ce processus va se poursuivre puisqu'on a encore un peu d'enneigement chez nous. Donc ça explique qu'en Suisse, par rapport à la courbe que je vous montrais tout à l'heure, si vous regardez les valeurs, on est à une augmentation qui est constamment à peu près du double par rapport à la moyenne globale. C'est pas le pire, ça a été montré tout à l'heure dans le petit film. On a des régions qui sont plus au nord et où l'augmentation est encore plus importante avec de nombreuses conséquences. Et c'est ma dernière question pour vous. Ma dernière question, c'est quel a été le changement de température entre la dernière période glaciaire et l'interglaciaire qui a suivi depuis à peu près 10 000 ans. De manière beaucoup plus générale, quelle est la différence de température entre une période glaciaire, où vous avez des kilomètres de glace au-dessus d'une région comme la nôtre, et un interglaciaire avec les conditions que nous avons connues depuis des milliers d'années? Vous me proposez 5
qu'est-ce que j'avais mis 5,1 degrés, c'est juste. C'est à peu près 5 degrés de différence. Mon idée, c'était là de vous permettre de replacer les choses dans un contexte, parce qu'on entend beaucoup de valeurs. Donc aujourd'hui, on a déjà un peu plus de 1 degré d'augmentation. On aimerait vraiment bien, du point de vue climatique, ce serait très important qu'on reste en dessous de 1,5 degré, au pire de 2 degrés. Pourquoi ? Pourquoi 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Le principe, c'est surtout qu'on parvienne à éviter des effets d'emballement. Il y a des seuils qui, s'ils sont dépassés, vont générer une augmentation encore plus importante. Je vous donne juste un exemple. Si on augmente la température générale de l'atmosphère, vous avez une fonte des sols gelés en profondeur qui date de la dernière glaciation. Ces sols gelés vont provoquer des émissions de méthane. Le méthane est un important gaz à effet de serre. Donc, ça va engendrer davantage d'augmentation des températures, et ces températures plus élevées vont engendrer davantage de fonte du pergélisol ou permafrost, et vous entrez dans une sorte de cercle vicieux que nous ne maîtrisons plus. Si à ce moment-là, nous sommes capables, parce qu'un jour nous le serons, de ne plus générer du tout d'émissions de carbone, eh bien le système va s'auto-alimenter malgré toutes les mesures que nous prendrons. C'est pour ça que ces seuils ont été fixés sur 1,5 idéalement, 2 degrés au pire. C'est ce qui justifie ces éléments-là. Je m'excuse, Madame Rébété. Oui. Je vous interromps juste une minute. On vient de m'annoncer, je m'excuse de l'annonce, hein, on n'a pas pour habitude, mais il y a 3 motos devant une entrée du Garden qui sont stationnées, et puis elles vont être évacuées par la police. Donc si c'est quelqu'un de chez nous, je me dois de faire l'annonce, il faut vite sortir pour les évacuer. Excusez-moi. Voilà. Si elles ne sont pas électriques, c'est bien, parce que... Voilà, ça c'est pour vous montrer justement cette évolution des températures dont je vous parlais. Il y a 20 000 ans, encore glaciation sur l'ensemble du globe. Donc on était à peu près 5 degrés en dessous de cette période qu'on appelle l'Holocène, qui est cette très très longue période interglaciaire actuelle. Vous avez vu, ça fait 10 000 ans. Je ne vous montre pas les périodes les plus anciennes. Les précédents interglaciaires étaient beaucoup plus courts. Et on peut soupçonner que l'évolution de l'espèce humaine repose beaucoup sur la longueur de cet interglaciaire, où les conditions climatiques sont restées très stables pendant tellement de milliers d'années, parce que ça a permis de s'installer, de développer des techniques pour arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et sur ce graphique, vous voyez aussi le point actuel d'augmentation des températures. Un siècle à cette échelle, c'est un point sur mon graphique. Donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'on va arriver à mi-hauteur ou plus haut, ou encore plus haut aujourd'hui, par rapport aux 10 000 ans qui viennent? Vous avez 10 000 ans sur la suite du graphe. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est ce lien entre les émissions de gaz à effet de serre et les températures. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de retour possible aux conditions que nous connaissions auparavant. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Ce que nous faisons ce que nous avons déjà fait sur la fin du XXe siècle et ce que nous faisons sur le XXIe, c'est déterminant non seulement pour notre génération et plein de générations futures, mais pour au moins 10 000 ans et probablement bien davantage. Les conditions planétaires vont changer radicalement. C'est vraiment toute la géographie de la planète qui va changer, et cela pour des milliers d'années. Donc, chacun de nos gestes aujourd'hui est déterminant pour très longtemps. Là, je vous le montre juste sur 1 million d'années. Vous voyez la différence dans la teneur en CO2 de l'atmosphère aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait durant des centaines de milliers d'années. On a eu une certaine variation, mais clairement, on voit qu'aujourd'hui, on est déjà sorti dans des valeurs que la planète ne connaissait pas, que les humains n'avaient jamais connues. Donc, on est déjà dans une ère tout à fait nouvelle, et nous sommes capables, les humains, d'augmenter et de doubler encore cette teneur en CO2. Si on en reste là où on en est aujourd'hui, c'est encore tout à fait gérable, mais le problème, c'est si on continue à augmenter.
Et justement, le futur, ça c'est la dernière projection. Si vous avez bien suivi ces publications du GIEC, IPCC, vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on a une de ces publications, tous les 5 à 7 ans, la courbe supérieure, celle de la projection la plus pessimiste, entre guillemets, c'est toujours le même scénario. Il s'appelle business as usual, ça veut dire si on ne fait rien pour réduire les émissions. Vous aurez remarqué que cette courbe, techniquement 8.5, à chaque publication, elle se trouve plus haut. Pourtant, c'est les mêmes scénarios avec des modèles qui s'affinent. Alors pourquoi ? Parce que les climatologues sont incapables, pas capables de faire des scénarios aussi bons que ceux des assureurs. Ben non, la vérité, c'est que ce scénario qui est le pire, ce scénario, en réalité, ne correspond pas aux émissions réelles parce que nous, humains, sommes capables de faire encore pire que le pire qui avait été imaginé. Non seulement nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre, mais chaque année, nous augmentons encore la valeur annuelle des émissions par rapport à l'année précédente. Alors, les conséquences. Les conséquences, je vous montre juste là, schématiquement, les rapports du GIEC sont accessibles si vous voulez voir les détails. Surtout, des impacts par rapport aux précipitations. Donc vous voyez que certaines régions du monde vont devenir plus sèches et d'autres plus humides, mais le plus important, c'est surtout cette augmentation des extrêmes. Et vous voyez ici, nous sommes compris dans la zone Europe de l'Ouest. Nous sommes dans une région, et elles sont majoritaires, les régions qui vont voir une augmentation des extrêmes de précipitation. Donc ces moments de précipitation intenses avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis nous sommes aussi en Europe de l'Ouest dans une région qui va avoir davantage de périodes de sécheresse. C'est un phénomène qui est logique du point de vue de physique de l'atmosphère. Si vous augmentez les températures, on va vers davantage d'extrêmes. Donc au final, ce qu'on observe avec l'augmentation moyenne des températures, c'est une augmentation évidemment des périodes caniculaires, on en parle ces jours, c'est des étés clairement plus secs parce que vous avez une masse d'air qui est capable d'absorber davantage d'humidité des sols, dans tous les cas, et ces événements de précipitations intenses qui sont en recrudescence, et puis évidemment, ça, je n'ai pas à vous l'apprendre, des hivers qui sont peu enneigés. Et jusqu'à récemment, en fait, je montrais des illustrations pour expliquer ce que ça signifie des inondations, ce que sont les laves torrentielles, donc ces moments où vous avez du matériel rocheux qui se joint à l'eau pour engendrer des catastrophes, mais j'ai plus besoin de montrer ça parce que ces images-là, nous les avons tous en tête. C'est Cressier l'année dernière, c'est Brigue il y a quelques années et plein d'autres régions. C'est des événements qu'on connaît parce que c'est en recrudescence et vous savez aussi, puisque c'est votre domaine, que cela engendre énormément de coûts par rapport à l'adaptation. Donc je vous montre aujourd'hui seulement les conséquences de la canicule. Là, c'est l'exemple de la mortalité en été 2003. C'est un exemple relativement positif parce qu'en 2003, nous avons été très surpris en Suisse comme dans toute l'Europe de l'Ouest. On a eu des dizaines de milliers de morts dues à la canicule de l'été 2003 en Europe de l'Ouest, 1 millier en Suisse. Et on a pu montrer, typiquement en été 2018, plus récemment, qu'on a eu finalement, on a été capable de gérer ça en prenant mieux soin des personnes vulnérables. Donc jusqu'à un certain point, on est capable aujourd'hui de gérer les canicules. Ça coûte cher, ça nécessite beaucoup d'investissement. On est capable de le faire. Ensuite, quand on arrivera à des valeurs qui seront nettement au-dessus d'aujourd'hui, je vous rappelle, si on va à plus 5 degrés, c'est possible encore davantage. En Suisse, on peut arriver à des canicules qui seront supérieures de plus 10, plus 12 degrés par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Là, peut-être qu'on n'aura plus forcément les capacités de protéger notre population. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut encore faire. La sécheresse, évidemment, c'est un problème aussi qui est important. Là, non plus, pas besoin de vous faire un dessin.
Le grand souci par rapport à la sécheresse, c'est l'approvisionnement en eau au quotidien, mais c'est tout ce qui est agriculture. Et dans les années qui viennent, de plus en plus, je me rends compte qu'un grand souci va être d'approvisionner notre population aussi en Suisse pour que les gens puissent avoir assez à manger. Parce qu'on va avoir une restriction. Vous savez que la Chine anticipe en achetant des territoires, y compris en Europe, des territoires agricoles. Dans un pays comme la Suisse, où on n'a pas les surfaces agricoles qui permettraient de nourrir même la moitié de la population, quoi qu'on fasse, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, je vous montre juste cette augmentation mondiale où vous voyez que sur cette période, on a eu à peu près une augmentation de 150% des émissions annuelles. Et là, je vous rappelle, c'est ce point qui est extrêmement important, c'est que dans l'atmosphère, si ça s'appelle des gaz à effet de serre, c'est parce qu'ils ont une longue durée de vie. Donc du moment qu'on émet quelque chose, ça va seulement s'accumuler dans l'atmosphère. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à réduire. En fait, ce qu'on pourrait réduire, c'est l'augmentation annuelle. Donc, on est toujours dans une augmentation tant qu'on contribue encore des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Là, ça vous montre ce qu'on fait en Suisse sur le territoire, je le précise. Sur notre territoire, voilà l'évolution de nos émissions annuelles, année après année. On n'est pas encore au but, et pourtant le but n'était pas fixé de façon extrêmement ambitieuse, on va dire. On a de bonnes raisons de savoir pourquoi ça se fait. Ce que j'aimerais vous signaler ici, c'est que, en fait, ce que nous émettons en Suisse comme habitants de ce pays, c'est une toute petite partie de ce que nous causons. Et la Suisse est le champion mondial de la délocalisation de ces émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes en moyenne une population parmi les plus riches de la planète, donc nous consommons énormément et comme nous avons beaucoup d'emplois de type tertiaire, tout ce qui émet vraiment beaucoup de gaz à effet de serre, c'est délocalisé dans d'autres pays. Donc tous nos comportements en fait, et là vous avez aussi la part des émissions qui se passent à l'extérieur de notre territoire, dans les différents domaines d'activité et de consommation. Et vous voyez que sur une bonne partie de nos actions, on a l'essentiel de nos émissions, si ce n'est la quasi-totalité, qui se passe à l'étranger, principalement en Asie, et qui sont en fait attribuées à ces pays-là. Ben ça, c'est une des activités politiques qui me choque beaucoup, c'est qu'après avoir délocalisé nos émissions, nous souhaitons en plus délocaliser notre réduction d'émissions. Donc quand le Conseil fédéral se déplace au Ghana ou au Pérou pour signer des accords pour que notre réduction par rapport à notre territoire se fasse en plus encore à l'étranger, moi, personnellement, je trouve que c'est extrêmement gênant. Qu'on coopère avec des pays, ça paraît évident du point de vue de l'apport technique. Par contre, délocaliser à la fois nos émissions et puis la réduction, c'est vraiment excessif. Là, je vous montre ce graphique parce que je sais que vous êtes des gens qui êtes capables de lire les chiffres. Ce que je vous montre, c'est par rapport aux possibilités d'atteindre ce seuil, de rester en dessous des seuils. Vous les voyez, je les ai entourés en rouge à gauche, 1,5 ou 2 degrés. Et puis les chances qu'on a de les atteindre, combien il nous reste en fait de gigatonnes de carbone à émettre jusqu'à ce qu'on soit à la limite de ces températures-là. Et si on se base pour avoir quand même plus de 80% de chances de rester en dessous de ces seuils, vous voyez que, prenons 1,5 degré, il nous resterait 300 gigatonnes de carbone. Il nous resterait après fin 2019. Or, on a vu que chaque année, mondialement, on émet aujourd'hui dans les 60 gigatonnes de carbone. Comptez 2020, 2021, la moitié de 2022, on est déjà à plus de 150 gigatonnes de carbone
qui ont été émis. Donc, il nous resterait plus que 150 gigatonnes. Donc, en gros, dans 2-3 ans, il sera trop tard pour rester en dessous de cette limite. Ça nécessite vraiment une adaptation très importante si on veut avoir vraiment les meilleures chances de rester en dessous de 1,5 degré. Par contre, si on veut se garder des petites chances d'être en dessous de 2 degrés, là, ça nous laisse un petit peu de marge de manœuvre, mais malgré tout, quand même pas tellement d'années. Donc, l'urgence est évidente dans ce graphique. Ce qui est vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les techniques pour produire de l'énergie de manière renouvelable, ces techniques existent, elles fonctionnent bien, elles sont disponibles, mais en plus, elles sont extrêmement bon marché. Donc aujourd'hui, ça revient moins cher de produire de l'énergie photovoltaïque qu'avec du pétrole, du gaz ou du charbon. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il reste qu'on a une inertie qui fait que même si aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, qui a pris tellement de retard par rapport à cette transition, si vous demandez une offre pour obtenir des panneaux solaires sur votre toit, vous avez peu de chances d'avoir cette offre parce que toutes les entreprises ne savent plus où courir. Donc on a vraiment besoin de gens qui travaillent dans ces domaines et c'est seulement un des problèmes qui se présentent. Mais ces techniques-là sont importantes. Et puis j'aimerais juste vous signaler encore un des résultats qui est très très important, un des enseignements importants de ces rapports, c'est le fait que nos investissements sont non seulement improductifs, mais contre-productifs si ils consistent à investir dans quelque chose qui est à court terme ou moyen terme et non pas sur du long terme. Je vous donne un exemple. Un exemple dans justement l'énergie. Si aujourd'hui, on veut investir dans le long terme, c'est installer des panneaux solaires, du photovoltaïque ou du thermique. Ça, c'est un investissement dans le long terme. En revanche, si on décide d'investir dans une nouvelle centrale à gaz ou dans de l'énergie atomique, là, c'est prétendument pour du court terme et en réalité, c'est de l'argent qui est investi au mauvais endroit parce que c'est contre-productif sur le long terme. Donc, c'est des investissements qui sont vraiment mal placés. Un petit exemple en termes d'adaptation. En termes d'adaptation, si aujourd'hui vous décidez à moyenne altitude d'installer des canons à neige, par exemple, vous arrivez peut-être à prolonger de quelques années la saison d'exploitation pour le tourisme, mais vous ne permettrez pas à votre station de se développer sur un tourisme 4 saisons avec des activités qui soient tenables à long terme. Et votre station, elle sera en retard après sur toutes les autres qui auront fait cette évolution. En termes d'adaptation, il y a énormément de domaines dans lesquels il faut s'activer. Et surtout avec cette perspective à long terme, il faudra s'adapter quoi qu'on fasse. De toute façon, on a déjà une partie du changement climatique qui est produit. Donc il faudra s'adapter surtout aux canicules, aux sécheresses, aux précipitations intenses. À l'échelle globale, évidemment, la montée du niveau des mers, l'évolution des canicules dans des régions qui vont devenir invivables, ça va engendrer beaucoup de mouvements de population et de problèmes à plusieurs niveaux. La décarbonisation, c'est vraiment l'effort de notre siècle. Ça nécessite beaucoup, beaucoup d'investissements. Donc, il y a énormément à faire dans tous les domaines et à l'échelle autant individuelle que collective. C'est vraiment une action qui est nécessaire aujourd'hui. Mais au final, tout ça nécessite vraiment des efforts intenses, mais efforts en termes d'action. C'est vraiment le maître mot pour ce 21e siècle, c'est une action dans laquelle nous devons tous entrer. Et ça implique que nous sortirons d'une manière ou d'une autre à la fin de ce siècle avec des nouvelles relations entre les sociétés et l'environnement. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Révété. Merci. Et finalement, c'est un peu comme la réforme LPP. Ça fait des années qu'on dit que c'est déjà trop tard.
Aujourd'hui, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on court à la catastrophe. Est-ce qu'il y a quand même de l'optimisme? Est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir pour se dire qu'on va s'en sortir? Alors pour moi, on a aujourd'hui tous les moyens de s'en sortir. Et clairement, ça fait des dizaines d'années que je travaille dans ce domaine. Clairement, ce qui nous en empêche, c'est encore tout l'argent qu'il est possible de faire dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, vous avez vu, les profits des entreprises pétrolières battent tous les records. On n'avait jamais fait autant de profits. Ça a été publié pour l'Aramco. On essaye de sortir des énergies russes, mais c'est pour mieux se jeter dans d'autres énergies. Lorsque vous faites venir du gaz avec des méthaniers, vous émettez encore plus de gaz à effet de serre que, évidemment, ça vient juste par des pipelines. Donc depuis il faudrait la des Russie. mesures plus coercitives. Ce qu'il faut, c'est ne pas sortir du russe pour se jeter dans du gaz ou d'où que ce soit, mais profiter de cette occasion pour passer à du renouvelable. Super, merci beaucoup. Je vous prends la petite zapette. Et merci beaucoup pour votre Merci à analyse vous. détaillée. On peut vous applaudir absolument. Merci. Alors, le patron d'AXA a lancé une petite phrase à la veille de la COP21 qui a fait l'effet d'une bombe. Un monde plus chaud de 4 degrés sera impossible à assurer. Alors, comment aujourd'hui assurer les victimes des catastrophes naturelles? Comment assurer les infrastructures? Comment aussi prévenir et assurer des scénarios catastrophes qui ne sont plus de l'ordre de la fiction, mais bien de la réalité? On va en parler avec notre prochain invité. Merci d'accueillir Alexis Valeron. Bonjour Monsieur Valeron, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en charge des traités de dommages en Europe de l'Ouest chez Swiss Re et vous allez nous détailler cet angle de vue finalement dont on parle peu, la question de l'assurance de ces catastrophes naturelles. Merci beaucoup. Oui, alors je vais vous parler de ce sujet avec un angle de réassureur. Je me propose d'abord de mettre un peu de contexte autour de ça, et en particulier dans ce contexte d'utiliser l'année 2021 qui vient de s'achever, qui peut illustrer un certain nombre des propos que je voudrais vous passer aujourd'hui. 2021, c'est une année qui est la 4e plus coûteuse en termes de sinistres, de catastrophes naturelles dans le monde. Vous voyez ici ces 111 milliards de dollars qui ont été déboursés par les assureurs et les réassureurs en 2021 pour ces catastrophes naturelles. De nombreuses catastrophes, mais en particulier 3 qui font plus de la moitié de ces 111 milliards. Quelque chose d'assez traditionnel, un ouragan, Aida, un ouragan qui a coûté en gros 30 milliards de dollars, et 2 catastrophes d'ampleur qui sont un peu moins traditionnelles, mais qui illustreront quelque chose dont je voudrais parler plus tard. Une tempête hivernale au Texas l'an passé, qui a coûté environ 15 milliards, et une très grande inondation qui a aussi touché la Suisse d'ailleurs, mais qui était principalement en Allemagne l'an passé pour 13 milliards, ce qui est un montant inédit vraiment pour ce type de péril. Ce qui est intéressant de noter, en plus de savoir que c'est la 4e année la plus coûteuse, c'est de voir que les 3 autres années les plus coûteuses sont toutes au XXIe siècle. Vous voyez ici 2005, 2011 et 2017. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si on concentre ces années coûteuses récemment. On est en train de vivre des années de plus en plus coûteuses. Et c'est ce que ce graphique un peu compliqué à lire illustre, mais les fréquences des grands événements, des événements qui coûtent plus de 1 milliard de dollars, sont en croissance. Donc ici, on voit les moyennes de ces fréquences pour les sinistres pour les 5 dernières années, qui sont plus hautes que pour les 10 dernières années, qui sont plus hautes que pour les 20 dernières années. Et c'est vrai pour les périls qu'on appelle primaires, ceux sur lesquels on a porté beaucoup notre attention en tant que réassureur dans le passé. C'est les grands ouragans, c'est les tremblements de terre en Californie, c'est les tempêtes hivernales en Europe. Mais c'est également vrai, et peut-être encore davantage, pour ce qu'on appelle les périls secondaires, comme par exemple la tempête dont je vous parlais hivernale au Texas, ou l'inondation européenne de juillet 2021, qui elles aussi sont de plus en plus nombreuses, et parmi les très grands événements, ceux qui dépassent 5 milliards ou 10 milliards également. Et donc ça, c'est un appel à la vigilance et au fait de traiter ces périls qu'on appelle secondaires de plus en plus comme des périls primaires. Et en réalité, on a beaucoup développé de connaissances, beaucoup développé de solutions d'assurance et de transparence pour les périls primaires. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de constater qu'il faut aussi travailler sur le sujet des périls
secondaires. Alors pourquoi est-ce que ça augmente comme ça? Je pense que l'honnêteté m'oblige de dire que ce n'est pas le changement climatique qui a été prépondérant dans cette augmentation des sinistralités historiques. Je vous montre sur ce slide l'image de Shanghai à 30 ans d'intervalle, 1990 et aujourd'hui. Et donc, vous constatez que le même endroit à 30 ans d'intervalle a beaucoup changé, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça illustre le fait que, évidemment, une submersion marine ou un typhon qui frappe cet endroit il y a 30 ans ou aujourd'hui n'a évidemment pas les mêmes conséquences en termes de sinistralité. Et c'est ça qui, de façon prédominante, explique la courbe qui est juste en dessous, qui montre la moyenne mobile des dommages, donc enfoncer ce qui est assuré, qui croît de façon assez spectaculaire depuis maintenant, là je pense qu'on monte 40 ans, mais depuis longtemps. Donc c'est les développements économiques, la concentration des actifs dans des zones exposées, de plus en plus, la pénétration de l'assurance aussi, et la modification des bâtis et des vulnérabilités des sols, etc., qui fait qu'on voit des augmentations des coûts pour les assureurs. L'autre graphe qui est en bleu clair, qui est au-dessus, montre les coûts économiques, c'est-à-dire ce que l'économie subit, et donc qui est bien supérieur à ce qui est assuré aujourd'hui. Donc il y a cette grande différence qui persiste et qui augmente même entre ce qui est remboursé par les assureurs et ce qui ne l'est pas. Donc ça aussi, c'est un grand défi, évidemment, pour nous tous, qui est bien connu, qu'on appelle le protection gap en anglais, ou le déficit de protection. Mais cela dit, les changements des risques, et parmi eux le changement climatique, participent à ces tendances. Et j'ai commencé mon premier slide, je l'ai remis ici, pour illustrer, je pense que Martine Rebetté montrait ça sur un autre graphe d'une façon différente. Ça, ce sont derrière, là, en fond, vous voyez, entre le bleu et le rouge, ce sont 150 ans de température en Suisse, d'écart à la moyenne des 150 dernières années, complètement à gauche, 1870 ou 70, et complètement à droite, 2020. Et bon, je crois que le rouge étant au-dessus de la moyenne, le bleu en dessous de la moyenne, ça illustre bien l'accélération du réchauffement, en l'occurrence ici en Suisse. Donc la planète se réchauffe. Martine Rebetté disait la science de l'attribution commence à faire des grands progrès pour montrer vraiment le lien entre ces événements extrêmes et le changement climatique. C'est des travaux très intéressants et, disons, qui sont en cours, mais clairement, ce qu'on observe en termes de motifs, de fréquence, de sévérité, est compatible avec ce que la science prédit sur un environnement de réchauffement. Alors, comme il a été déjà dit aussi, ce n'est pas quelque chose qui est uniforme partout, sur tous les territoires ou sur tous les périls, mais on observe par exemple sur les périls liés aux pluies, donc les inondations par exemple, les sécheresses, ou les feux de forêt, on voit vraiment des tendances très, très lourdes ces dernières années. Alors c'est le premier message que je voulais faire passer, c'est que le changement climatique s'inscrit dans un contexte où nous autres assureurs et assureurs, notre rôle est de plus en plus important et va continuer à l'être, et on a un rôle de protection historique qui va continuer à être pertinent de plus en plus. Le deuxième message que je veux vous faire passer, c'est qu'on a également un rôle en tant qu'acteur de la connaissance. La protection du risque climatique, elle est au cœur de métier des réassureurs et des assureurs et des courtiers d'assurance depuis longtemps. Et donc, non seulement on est légitime, mais on est équipé pour réfléchir à des modèles, réfléchir à des structures, réfléchir à des technologies qui nous permettent de comprendre mieux et de préparer l'avenir au sujet du climat. Ici, j'illustre ça par une solution que Swiss Re offre à ses clients pour piloter leur souscription originale dans des zones qui sont vertueuses en termes de changement climatique, en combinant les modèles traditionnels de réassurance avec les modèles du GIEC qui permettent de projeter les températures dans le futur et qui permettent donc de donner des conseils, de donner des comportements vertueux aux acteurs économiques. Et le troisième message que j'aimerais vous faire passer, c'est l'adaptation. Encore une fois, pas très original, mais je pense qu'on a un rôle très fort à jouer dans l'adaptation. En particulier, un des angles qui me semble intéressant d'évoquer, c'est l'investissement dans les infrastructures. Les infrastructures à la fois qui aujourd'hui montrent qu'elles ne sont plus adaptées au climat actuel et probablement encore moins au climat futur,
On a vu ça, si on reparle des événements récents au Texas, il y a eu des blackouts pendant plusieurs semaines à cause des températures qui étaient inédites, froides en l'occurrence, et qui ont endommagé la grille énergétique, ou encore sur l'ouragan qui a apporté beaucoup de pluie à New York, le métro new-yorkais, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était complètement inondé. Toutes ces infrastructures ne sont pas adaptées au climat déjà actuel et encore moins au climat futur. Et donc ici, nous, en tant qu'assureurs, réassureurs, on peut faire plusieurs choses. D'abord, on peut évidemment assurer les entrepreneurs qui créent ces infrastructures. Sans ça, ils ne pourraient pas le faire, hein. C'est notre rôle traditionnel. Mais on peut aussi, en tant qu'investisseur, on a des gros bilans, on a aussi des passifs qui sont longs. Donc on est très bien positionné, je pense, pour être des investisseurs dans ces infrastructures. Et je pense qu'on a aussi un rôle pour orienter le type d'infrastructure dans lesquelles on investit de façon éco-responsable. C'est-à-dire, comme vous le savez, les infrastructures émettent beaucoup de CO2. Enfin, créer des infrastructures émettent historiquement beaucoup de CO2. Mais si on est un investisseur, on peut orienter vers des types d'infrastructures qui en émettent moins dans leur création. Voilà, pour conclure, donc je rappelle un peu mes 3 messages. Je pense qu'on est chacun conscient qu'on doit faire quelque chose face au changement climatique. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en plus de ça, nous autres assureurs, courtiers d'assurance, de réassurance et réassureurs, je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut vraiment faire quelque chose. Et ici, je donne trois leviers. Il y en a sans doute d'autres. Le premier levier que je rappelle, c'est continuer à protéger la société, la rendre résiliente, en apportant des solutions d'assurance dans un monde qui est de plus en plus risqué, où les coûts, la demande va augmenter de façon inéluctable. Le deuxième, c'est notre rôle dans développer la connaissance, développer la technologie. C'est au cœur de notre métier et donc on est tout à fait motivé pour faire du bon travail. Et on ne le fait pas juste pour créer des choses plus intelligentes, on le fait aussi pour inciter à des comportements vertueux, comme je vous expliquais. Et le troisième pilier, c'est notre rôle dans l'adaptation, en particulier en assurant et en investissant dans les infrastructures. Si vous voulez aller un peu plus loin dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous pouvez trouver sur le site de Swiss Re une publication tous les ans qui s'appelle Sigma, qui parle de catastrophes naturelles, et en particulier cette année avec un angle sur les inondations. C'est disponible en téléchargement sur le site de Swiss Re. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alexis Valeron, merci. Quand vous dites que les assurances ont un vrai rôle à jouer dans les investissements d'infrastructures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le futur, on va pouvoir avoir des assurances qui vont investir dans des ponts, dans des parcs éoliens, dans des barrages? C'est déjà le cas, hein. Je pense que les assureurs sont des investisseurs institutionnels, et ils ont énormément d'actifs. Et oui, je pense qu'on va voir de plus en plus les assureurs et les réassureurs investir dans ces classes d'actifs, et encore une fois, investir dans ces classes d'actifs de façon éco-responsable, c'est-à-dire en ayant une exigence sur le type d'infrastructures qui sont produites. Pas n'importe quoi, pas des centrales à charbon. Dans votre secteur, j'imagine qu'on a l'habitude de parler gros chiffres dans le monde de l'assurance, mais dans le secteur des catastrophes naturelles et de l'assurance de catastrophes naturelles, c'est des montants pharaoniques, j'imagine. Alors, c'est des montants pharaoniques, oui, au niveau individuel, oui, mais ici, on parle, l'ordre de grandeur, c'est la centaine de milliards de dollars, peut-être un peu plus, peut-être le double, le triple. Je crois que c'est E.ON qui a publié récemment, qui publie régulièrement le montant du capital de la réassurance globale, qui est de l'ordre de 700 milliards déjà, et qui a augmenté de 150 milliards en 10 ans. Donc, il y a du capital, il peut y en avoir davantage. En 10 ans, il y en a eu 150 milliards de plus. Donc je pense qu'on peut s'adapter à ces enjeux-là. C'est des enjeux qui sont tout à fait... Et on peut réinvestir justement dans du... Voilà, et c'est des enjeux qui sont de la taille de ce que nous, on peut faire. Et je pense que ça va continuer à croître. Merci beaucoup. Merci Alexis Valeron. Merci. On peut vous applaudir absolument. Et pour parler politique, de son action, de son inaction, de sa cohérence, de son incohérence, je vais demander à Adèle Torrent de venir me rejoindre. Et avec un petit jingle, absolument. Ah, voilà, on va prendre ma zapette. Venez me rejoindre au bureau, ici. J'ai l'impression d'être au bureau, mais... Voilà, installez-vous confortablement. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ouais. Alors c'est vrai que vous êtes conseillère aux États Les Verts depuis 2019, très engagée pour une Suisse durable.
Le réchauffement climatique, on en parle depuis les années 70. Il y a des rapports du GIEC qui s'accumulent. Et pourtant, regardez. Ça perturbe nos habitudes, cette douceur précoce de plus en plus fréquente. On se demande presque si la planète n'est pas en train de se réchauffer. Mais c'est le cas. C'est en tout cas ce qu'essaient de nous faire croire les scientifiques depuis les années 70. Et vous n'avez toujours pas réagi? Il y avait toujours quelque chose de plus important. Là, c'est la guerre en Ukraine. Avant, c'était la pandémie. Il y a eu les crises économiques, la sortie du nouvel iPhone, une vidéo d'un gamin qui se casse la gueule. Mais là, ça commence à devenir un peu difficile de cacher la merde au chat. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de dissonance cognitive entre ce qu'on vient d'entendre, qui était extrêmement clair, et puis qu'on entend aussi depuis très longtemps. Moi, je me souviens du sommet de la Terre en 1992. C'était un peu le moment de ma prise de conscience. Et c'est la première fois qu'il y a eu un accord international sur le climat. Donc, vous voyez que ça date un petit peu. Donc, on sait, mais on ne fait pas. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent cela. Il y a le fait d'abord que la responsabilité, elle est très disséminée. C'est-à-dire que tout le monde est responsable un petit peu. Et on peut toujours, peut-être qu'on y revient, on peut toujours dire que c'est quelqu'un d'autre qui devrait changer et pas soi-même. Ensuite, il y a la question de la marge de manœuvre. On n'a pas tous la marge de manœuvre pour changer. Il y a des personnes qui peuvent le faire facilement, pour d'autres c'est plus difficile. Il y a toujours quelque chose de plus important aussi. Oui, exactement. Il y a beaucoup. Pendant longtemps, je dirais ça change un petit peu parce que pendant longtemps on a cru. On a pensé, c'était vraiment un préjugé, et peut-être qu'il était valable il y a très longtemps, mais pendant longtemps, on a pensé qu'investir pour le climat, investir pour l'environnement, c'était mauvais pour l'économie. Et je pense que maintenant, c'est plus du tout le cas. D'abord parce que la transition énergétique, c'est des emplois, c'est aussi des bénéfices pour les entreprises. On le voit maintenant, les entreprises ne répondent plus à la demande. On a besoin de former du personnel. Donc là, on a vraiment aussi, un moteur de profit de qualité, de profit vert qui est en marche. Et puis aussi, exactement, on sait aussi aujourd'hui, mais peut-être que c'est moins répandu au sein de la population, on sait aussi que ça coûtera plus cher de ne rien faire que d'agir. Et donc, je pense que le gap qu'il y avait pendant longtemps entre économie et protection de l'environnement, il est en train de se combler. Et c'est la plupart maintenant des gens, en tout cas ceux que je rencontre, mais je suis peut-être dans ma bulle, ceux que je rencontre dans le monde économique en sont conscients. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Suisse concrètement au niveau politique? Il y a l'initiative sur les glaciers. Oui. Alors en Suisse, c'est un petit peu chaotique parce que on a eu, je vous apprends rien, cette fameuse loi sur le CO2. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans sur cette loi, au Conseil national et puis après au Conseil des États. Donc, elle a été refusée. Cette loi, elle a été refusée par le peuple. Donc on est maintenant dans une situation, si vous voulez, de rupture. Et on doit redémarrer un nouveau processus, et c'est le cas, vous avez montré l'initiative des glaciers. Cette initiative des glaciers, elle peut fournir un tremplin pour le Parlement pour proposer des nouvelles mesures. Le peuple a dit non à la loi sur le CO2, et je pense que le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème d'investissement, et on l'a dit, peut-être que les assureurs, justement, ont un rôle important à faire comme investisseurs dans ce domaine-là. Mais on a besoin de beaucoup d'argent pour modifier des infrastructures. Ça peut être à l'échelle individuelle, quand vous isolez votre maison, ça coûte quelque chose. Dans une entreprise, c'est la même chose. Adapter le système de production, le rendre plus efficace. Là aussi, ça requiert des gros investissements. Et la question, c'est un peu qui va payer. Avec la loi sur le CO2, on a choisi d'appliquer le principe du pollueur-payeur, qui accessoirement est inscrit dans la Constitution. Le peuple n'en a pas voulu. Et ça veut dire qu'on doit trouver l'argent ailleurs. Et c'est ce que le Conseil national, puisque ça se joue en ce moment au Conseil national, est en train de faire avec un contre-projet indirect à l'initiative des glaciers qui va prendre les moyens nécessaires, donc les soutiens aux investissements, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. On va prendre cet argent au budget. Alors ça veut dire bien sûr qu'il de l'argent, il faudra peut-être choisir les priorités, mais on va investir de l'argent public maintenant. Pour l'armée en 2 jours. Alors exactement, pour l'armée, visiblement, ce n'est pas trop un problème. On verra à la session de juin si le Conseil national est d'accord avec ce contre-projet. L'idée, c'est de mettre 200 millions de francs par année supplémentaires, parce qu'on en met déjà basé sur les recettes de la loi de la taxe sur le CO2, mais 200 millions supplémentaires pour
pour l'assainissement énergétique des bâtiments, donc changer votre système de chauffage. Ouais, Il y aura plus de l'isolation. subventions chaque année pendant 10 ans, 200 millions pris sur le budget. Et puis pour les entreprises aussi qui s'engagent à réduire leurs émissions, il y aura aussi des soutiens. Là, c'est 1,2 milliard de francs qui sont prévus pour 6 ans, donc c'est en fait c'est formulé différemment dans la loi, mais c'est des montants La neutralité comparables. carbone pour 2050, c'est une ambition démagogique, c'est utopiste. C'est une nécessité vitale. Après, chacun doit se mettre face à ses responsabilités par rapport à ça, que ce soit chacun d'entre nous en tant qu'individu dans nos choix chaque jour. Chaque jour, on peut sauver le climat. Chacun d'entre vous, chaque jour, vous pouvez sauver le climat en faisant les bons choix comme consommateur ou comme citoyen. Et puis politiquement, c'est clair qu'on doit maintenant voter des encouragements parce qu'encore une fois, c'est une question de marge de manœuvre. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir rapidement dans des panneaux solaires ou d'isoler rapidement sa maison. Il y a des domaines pour les entreprises, ça peut aussi être des investissements qui ne sont pas amortissables rapidement. On a besoin d'un coup de main. Et le problème, c'est qu'on doit vraiment, pour atteindre cet objectif zéro émission nette en 2050, on doit prendre des mesures très vite. Ouais, rapidement. Très vite. Alors justement, il y a une grosse mobilisation pour le climat. On sent que ces mobilisations, elles s'essoufflent un peu, voire qu'elles agacent un peu. On a vu dernièrement justement des gens qui ont bloqué les autoroutes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement-là s'essouffle? Alors, c'est clair qu'il y a un risque D'agacement? Alors, j'aimerais plutôt parler des jeunes que des gens qui sont agacés, Ouais. parce que je pense qu'une inondation ou une canicule avec des milliers de morts, c'est aussi assez agaçant. Ouais. Mais j'aimerais parler des jeunes. Ce qui est très dur pour eux, c'est qu'il y a eu cet immense mouvement. Il y a eu 100 000 personnes. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui étaient à ces manifestations. Moi, j'étais à la manifestation à Berne. 100 000 personnes dans les rues à Berne. C'était vraiment un événement majeur. Et puis, voilà, il y a eu le Covid. Comme vous disiez, il y a d'autres priorités qui arrivent. C'est la vie. Et le maintien de cette capacité de motivation, d'engagement dans la jeunesse, c'est clair qu'il est difficile au même niveau. Mais je pense que on ne devrait pas avoir besoin que ces jeunes mettent entre parenthèses leurs études et puis peut-être mettre aussi en parenthèse une certaine insouciance qu'on devrait avoir à cet âge. Elle est beaucoup plus pessimiste que nous. Oui, mais enfin, ils ont raison. Ce ont qui raison. leur arrive, c'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. Quand ils disent vous nous volez notre jeunesse, c'est vrai. C'est ma génération qui aurait dû régler ces problèmes. Donc ça veut dire qu'elle est plus C'est pas la responsable leur. aussi. Alors, écoutez, on ne sait pas à quel point c'est une majorité de ces jeunes qui étaient dans la rue, probablement pas, mais je pense que c'est en tout cas ce qui va se passer maintenant, c'est que c'est cette génération qui va vivre les pires catastrophes climatiques et qui va devoir faire la transition. Tout ce que nous, notre génération, la mienne, ne fait pas maintenant, c'est ces jeunes qui vont devoir le faire. Et c'est une charge sur leurs épaules qui est énorme. colossale Ouais. et qui est, en tout cas de mon point de vue, je trouve que c'est très injuste. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on sait. Ouais. Et ça fait qu'on n'a pas longtemps réagi. qu'on aurait pu Ouais, agir. absolument. Vous connaissez ce visage? Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous évoque? Alors, c'est une des auteurs du dernier rapport du GIEC, connaît aussi certainement bien Madame Rebete. C'est Julia Steinberger, qui est professeure à l'Université de Lausanne, qui est notamment venue le 2 mai donner une conférence devant un Parlement à moitié vide, même aux 2/3 vide, sur le changement climatique, et qui, elle, défend justement un engagement fort de la part de toutes les parties de la société, à titre individuel, en tant qu'entreprise, en tant que politicien, et qui est très engagé. Et je trouve que c'est important que tout le monde s'engage, nous comme consommateurs dans notre vie quotidienne, comme citoyens, comme politiciens, comme producteurs, entrepreneurs, mais aussi que les scientifiques haussent le ton. Vous parliez justement de responsabilité individuelle. C'est un article qui est paru il y a une semaine. En gros, le 24 heures qui a juste fait un sondage. Et 60% des Suisses ont dit qu'ils partiraient cet été, soit par avion, soit en prenant la voiture. Est-ce que c'est pas un peu décourageant? D'un côté, on a cette envie de changer, puis on se rend compte que finalement, en tant que responsabilité individuelle, on ne le fait pas. Oui, c'est bien sûr que c'est décourageant, la vie d'avant qui reprend, alors que pendant le Covid, on a tous dit, en tout cas beaucoup d'entre nous, on ne va pas commencer comme avant. Je pense qu'il y a des points où vraiment la responsabilité individuelle doit primer,
parce qu'on n'a pas envie de prendre des mesures liberticides. Moi, j'aimerais, en tant que décideur politique, j'aimerais pas avoir à prendre des mesures liberticides. Et il y a des domaines où c'est très difficile de prendre des mesures. Par exemple, je ne veux pas parler de l'avion, mais de la consommation de viande, par exemple. Ça, c'est notre intimité dans la famille, nos choix alimentaires. Et ça, je pense qu'il y a des domaines. J'espère qu'on n'aura pas à prendre des mesures dans ce domaine-là, et que chacun va évoluer. C'est très facile de réduire sa consommation de viande. Finalement, c'est récent de manger beaucoup de viande, exactement, beaucoup voyager en avion. C'est récent et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre à l'échelle planétaire. Pour l'avion, il y a à la fois une dimension de responsabilité individuelle, parce que chacun choisit, en tout cas pour l'aviation de loisirs, je ne parle pas des gens qui ont la famille à l'étranger ou qui voyagent en avion pour leur travail, mais pour les loisirs, on a une marge de manœuvre. On n'est pas obligé de prendre l'avion pour partir aux Maldives ou n'importe où ailleurs. Par contre, le politique doit aussi soutenir, c'est-à-dire qu'on doit permettre aux gens d'avoir des alternatives. Et ça, c'est pour ça que je parle de la marge de manœuvre, c'est très important. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu très difficile de prendre le train de nuit si on voyage en Europe. Alors pour les Maldives, c'est difficile d'y aller autrement. Votre choix, c'est de ne pas y aller du tout. Mais pour beaucoup de destinations européennes, et c'est la majeure partie des destinations des vacanciers, il y a la possibilité de se déplacer autrement. Et là, malheureusement, on n'a plus d'offres. Et là, les collectivités publiques, c'est un petit peu comme soutenir vos investissements quand vous isolez votre maison. Vous n'avez pas les moyens de le faire. L'État doit vous aider. Là aussi, l'État doit apporter des alternatives pour que les gens puissent tout simplement faire le bon choix en remettant, par exemple, en place un réseau de trains de nuit qui soit attractif, performant, puis aussi abordable financièrement, parce que si c'est hors de prix, les gens ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Cette dernière image, elle doit vous rappeler des souvenirs? Oui, effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Oui, mon grand-père, je m'appelle Torrent, c'est la famille Torrent de Sainte-Croix, et c'est ma famille qui a créé ces tourne-disques. Et mon grand-père a encore dirigé l'entreprise il y a quelques décennies. Merci beaucoup, Adèle Torrent. Merci, on peut vous applaudir. C'est la applaudir. capacité d'innovation de la Suisse, voilà, utilisons-la. Ouais, vous m'avez dit. Merci beaucoup. Merci, merci, on peut vous applaudir. Merci. Merci.